Fondée en 2015 par Philippe Guyoni, la résidence 1+2 est un programme de résidence photographique ancré à Toulouse, associant photographie et science. Chaque année, 3 photographes vivent ensemble et créent une œuvre personnelle et inédite en 2 mois. Jeudi 8 octobre 2020, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec les photographes Émeric Huisset, Colline Jourdan et Lucia Pelufo pour le coffret 2020 coproduit par la résidence 1+2 et les éditions Filigrane, Photographie et Sciences, pour lequel ils ont été accompagnés par l'océanologue Catherine Jandel et en étroite collaboration avec le CNRS Occitanie-Ouest. En présence de Philippe Guyoni et de Dominique Roux, enseignants, critiques et historiens de la photographie. Merci d'être venu malgré tout. C'est vrai que l'année dernière, la salle était pleine. Bon, là, il faut faire avec, comme on dit. Et donc, en petit comité, ça sera peut-être plus sympathique, plus proche. Voilà. Et puis moi, je serai moins intimidé pour interroger les artistes. Donc, ce qui nous réunit, c'est l'édition de ce coffret, 4e coffret donc, de la résidence 1+2, qui a sa 5e édition, c'est ça ? Qui est résidence effectivement qui s'est passée dans des conditions un peu particulières puisqu'elle s'est passée au mois de mars théoriquement et au mois de mars tout a été devenu extrêmement difficile. Cette résidence a quand même été malgré tout maintenue et je pense que c'est en grande partie grâce à l'invention, on peut dire, de Philippe Guyoni, qui a réussi malgré tout, comme ça, à maintenir justement ce qui fait l'objet de cette résidence, c'est-à-dire cette relation entre des artistes, 3 artistes, un artiste, on peut dire, reconnu internationalement, Émeric, et puis 2 jeunes artistes, émergents, comme on dit, c'est le terme qu'on emploie, même s'ils ont déjà bien émergé, et qui, normalement, se rencontraient dans une sorte de huis clos, devait produire justement une réflexion sur cette relation entre science et photographie. Ça s'est passé quand même, mais ma question, je me tourne vers Philippe, comment justement tu as réussi à maintenir cette résidence? Qu'est-ce que le Covid, finalement, ou la Covid, je crois que ça a changé de genre récemment, a pu modifier dans cette organisation? Bonsoir à tout le monde. La réponse à ta question sera simple. En fait, moi, je n'ai pas forcément de mérite particulier, puisque c'est quand même eux qui ont décidé, ensemble et individuellement, de continuer une aventure qui venait à peine de continuer. Donc, mars-avril de chaque année, on crée des contenus autour de ce trio, tu l'as dit, de 3 photographes qui ne se connaissent pas forcément avant, qui ont des pratiques très différentes, qui ont des rapports aux sciences très différents aussi. Mars-avril, c'est ce temps de production, 60 jours à peine, c'est très court, donc très intense. Et là, nous avions à peine commencé. Quand je dis à peine commencé, ça devait être 10 jours, une semaine, 10 jours, admettons. Et ils et elles, collectivement, ont décidé de rester, à la fois parce que vous étiez dans un lieu, je pense, qui vous protégeait quelque part. C'était aussi un lieu à la campagne, en périphérie de Toulouse, au sud de la ville, vers Gaillac-Toulouse, pour ceux qui connaissent. Et du coup, il y avait un rapport à la nature qui est peut-être, c'est le hasard de cette année, et ce qui nous a peut-être sauvés. Un rapport à la nature qui faisait qu'à une époque, on ne savait pas trop ce qui se passait dans cette pandémie. Ils et elles étaient dans un lieu à la fois de travail, de réflexion et d'un bien-être qui, a priori, nous permettait de voir ce qui allait se passer. Donc, voilà, on a décidé ensemble, et puis après nous, et l'équipe, que ce soit Christine Bréchenier, tous celles et ceux qui ont rejoint l'équipe ou qui l'ont traversée, on a essayé de les accompagner à distance, de favoriser des choses, de sauver les financements. Certains ont disparu, d'autres sont arrivés. Et surtout, mais c'est aussi leur mérite à eux, que le lien avec les scientifiques ne disparaisse pas. Puisque sans les scientifiques, sans les laboratoires, CNRS ou pas, sans les institutions relais, on ne peut rien faire et ils n'auraient pu rien faire, même en restant ici, en attendant que ça passe. Et comme ce n'est pas passé, ils sont restés et ils ont fait beaucoup de choses, vous allez voir. Ce livre est une façon de restituer leur aventure individuelle et collective aussi, sachant que là, le collectif a été forcément perturbé cette année, puisque
le vivre ensemble qui est théorisé sur cette période de 2 mois a un peu éclaté en vol. On s'est adapté, ils se sont adaptés. Lucia et Colline sont restés beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire mars, avril, mai, avec une deuxième mi-temps qui a été sifflée au mois de juin, où tout le monde est revenu 3 semaines pour refaire, poursuivre et un peu finir de nouvelles productions à peine entamées. Sinon, on n'aurait pas eu les contenus pour vous les montrer aujourd'hui. Bref, on a joué les prolongations et nous, on a essayé de tenir financièrement. Et je les remercie aussi, parce individuellement et collectivement, parce qu'ils ont été souples sur beaucoup de choses et ils le sont encore. Et nous, on est aux manettes en police et c'est pas facile, croyez-moi, encore aujourd'hui. Voilà, Dominique, pour le contexte, mais c'est d'abord eux qui ont décidé logiquement, pour finir, on aurait dû arrêter. Ça, c'est sûr. On l'a fait. Et maintenant, on vous le montre. Voilà ce que je peux dire. Bien. Donc ça c'est fait. Et aujourd'hui, donc, on a ce coffret. Alors évidemment, quand la sélection des candidats se fait, il n'y a pas une thématique qui émerge. C'est toujours tous les ans, évidemment, chacun qui choisit un axe de rapport entre science et photographie. Mais là, il me semble, pour avoir regardé, m'être plongé dans vos travaux, que ce qui domine et ce qui serait peut-être le dénominateur commun, c'est que vous essayez tous, à un niveau ou à un autre, de rendre visible l'invisible. Je pense que c'est le trait commun, on peut dire, de vos travaux. Et c'est la photographie, finalement, qui va donner une visibilité, finalement, aux questions que vous posez au monde à travers donc cette thématique science et photographie. Alors, si vous voulez, on va faire. Je vais commencer par Aymeric Luisset, puisque c'est le photographe confirmé, donc qui a été choisi pour cette édition. Donc, pour vous le présenter, il a fait l'école de Beaux-Arts de Paris, et il a d'autres études finalement qui l'ont amené à s'intéresser à la géopolitique et donc à faire des études donc à l'École normale supérieure donc de géopolitique et de géostratégie donc à la Sorbonne. Et puis il enseigne maintenant à Sciences Po Paris, donc pas dans une école d'art, comme c'est souvent le cas pour les artistes, mais d'être donc enseignant donc à Sciences Po. Alors il y a de nombreuses expositions à un niveau international, je ne vais pas toutes les citer parce que il y en a énormément, mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il privilégie aussi dans son travail le rapport au livre. Et d'ailleurs, c'est un rapport, un point commun aussi avec Louis Ferres, et donc qui a édité donc chez André Frères Éditions 3 livres essentiellement: Under Portrait, Médan, Last Water War et à la Mutana, L'autre rive. Alors comment qualifier, puisque je suis allé voir quand même pour rentrer un petit peu plus précisément dans ton travail, comment t'identifier comme artiste? Est-ce que tu es un artiste historien, un artiste engagé, un artiste conceptuel, plasticien? Déjà cette question, comment tu te définis, puisque tu enseignes la géopolitique, mais tu es un artiste aussi. Alors, comment me définir? C'est une bonne question. J'essaye de, en fin de compte, pas vraiment me définir et de laisser les autres me définir. Il y a des gens qui me présentent comme photographe, il y a des gens qui vont me présenter comme quelqu'un qui fait du documentaire, d'autres du post-documentaire. On va dire que je fais de l'art. Je me rappelle au tout début, quand j'ai commencé, souvent pour les concours, quand je présentais mon travail, quand c'était des concours d'art contemporain, on me disait non, c'est trop documentaire. Puis quand je présentais des concours qui étaient documentaires, on me disait non, c'est trop art plastique. Donc, en fin de compte, j'ai envie de dire, peut-être si je devais mettre un nom sur ce que je fais, si je devais me définir, je prendrais ce qui m'offre le plus de liberté. Je dirais artiste plasticien, parce qu'on peut tout faire. Donc, je dirais ça, parce que voilà, c'est ce qui m'offre le plus de liberté. Mais après, chacun dit ce qu'il veut. Ça, à fin de compte, ça m'importe peu tant que je peux faire ce que j'ai envie de faire. Mais dans l'ensemble de tes travaux, tu as un rapport quand même très analytique, critique, par rapport donc à l'utilisation donc de la photographie. Donc un rapport conceptuel qui fait que tu interroges
un certain nombre de sujets, cités, qui passent une question sur la mémoire, la censure, sur la représentation des conflits, la Syrie, l'Afghanistan. Tu étais présent aussi en Ukraine, et là c'est le travail Médan. Maïdan, oui, tout à fait. Médan. Et donc, à travers une pratique du portrait, du paysage, et puis une critique aussi de l'information, la manière dont l'information nous arrive, comme ça, un peu pré-mâchée, c'est justement cette manière très analytique et critique, justement, où tu remets en question le côté spectaculaire du traitement par l'image de l'information. Oui, effectivement. Enfin, on va dire dans mon travail, j'essaie de m'attacher à des problématiques géopolitiques et je réfléchis comment les retranscrire d'un point de vue plastique, parce que je pense que d'un point de vue plastique, on peut offrir d'autres choses à voir qui ne pourraient pas être présentes forcément dans un texte, dans un article. Et effectivement, dans l'usage que je fais du médium, je m'interroge sur le médium lui-même, donc notamment pour la photographie que j'utilise beaucoup. Et puis, et dans mes interrogations sur la photographie, en travaillant beaucoup sur des zones de conflit, effectivement, j'ai beaucoup réfléchi sur la question de la représentation des conflits, l'image qui est présentée des conflits dans nos sociétés, puisque si on regarde dans nos sociétés, les conflits sont extrêmement présents, que ça soit dans les médias, où on a une image essentiellement basée sur l'événement, ça va être le tir, ça va être l'explosion, ça va être un cadavre, dans les films, où sur 1h30 de film, vous avez 1 heure de combat, 1/2 heure de scène d'amour. Et puis il y a les jeux vidéo où là, voilà, boum, 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 on tire en permanence. Donc on s'aperçoit que le conflit est très présent dans nos sociétés, et en même temps, l'image qu'on en a est extrêmement fantasmée. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur, en fin de compte, déconstruire ce regard que les gens peuvent avoir du conflit. Interroger le rapport à la mise en scène, au spectaculaire, interroger le quotidien de la guerre à travers le projet Shebab, où j'ai filmé 24 heures de la vie d'un combattant rebelle en Syrie, où là, donc, on a une vidéo qui est un plan séquence de 24 heures, où concrètement, cette vidéo est extrêmement ennuyeuse. On attend qu'il se passe quelque chose. On attend avec une tension permanente quand on est sur une zone de guerre, parce qu'on ne sait jamais si on ne sera pas tué par un bombardement, par un sniper au coin d'une rue, mais on attend. Et cette vidéo, c'est ça, elle est chiante. On s'emmerde quand on regarde cette vidéo, hein. Mais c'est ça que je voulais montrer. Je voulais montrer vraiment cette attente. Quand je parlais tout à l'heure de la question de la mise en scène, je pense à la série Théâtre de guerre, où j'ai invité des combattants d'un groupe de guérilla kurdes à rejouer leur réalité dans des mises en scène inspirées de peinture classique. Et on a du coup, face à ces photographies, une gestuelle, qui est une gestuelle propre à la peinture, très maniérée, qui vient trahir le dispositif de mise en scène. Parce que lorsque le regardeur se retrouve face à l'image, il se dit « mais il y a un truc de faux dans cette image, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et en même temps, il voit le cartel, il voit qu'on est avec des vrais combattants sur une vraie zone de guerre en Irak. Il dit, mais alors c'est vrai, c'est faux. Et c'est aussi ces interrogations sur le réel, la construction de l'image de guerre, la théâtralisation du conflit, ce tabou qu'il y a dans le documentaire de la mise en scène, alors que si on regarde énormément d'images qui sont devenues des icônes de certains conflits tout au long du XXe siècle, sont des mises en scène. Et on rattache... Celle de Robert Capa sur... Alors, celle de Robert Capa, il y a tout un débat, est-ce que c'est une mise en scène ou pas, mais il y en a d'autres qui sont clairement des mises en scène. Celle de Joe Rosenthal, par exemple, sur la colline, après la bataille d'Iwo Jima. Celle de Caldet sur le Reichstag, avec le drapeau soviétique, ou même plus proche de nous. L'image la plus célèbre de la guerre en Irak, donc celle de 2003 jusqu'au retrait des troupes américaines en 2011, l'image la plus célèbre, celle que vous la connaissez certainement tous, c'est ces images absolument atroces de prison, de torture, de la prison d'Abu Ghraib, qui sont des images mises en scène, là encore, et d'ailleurs qui n'ont pas été faites par des photographes. C'est aussi, et donc c'est un peu tout ça que je veux interroger dans ce rapport au réel, dans ce rapport à la mise en scène. Et en fait, la mise en scène, on la voit, beaucoup de gens voient ça comme l'idée d'un mensonge, d'une manipulation, d'une tromperie. Or, la mise en scène, c'est un moyen, c'est un procédé. Comme prendre une image sur le vif est un moyen, un procédé. Or, un moyen, on peut le manipuler. Je peux faire une image sur le vif, et en même temps, je peux faire mentir l'image. Je peux faire une mise en scène et je peux la faire mentir, mais je peux aussi lui faire dire la vérité. Donc en fin de compte, c'est qu'un moyen, et comme n'importe quel moyen, on peut en faire ce qu'on en veut.
Et on peut, et ça ment pas plus que pourrait mentir une image prise sur le vif, et ça dit la vérité autant que pourrait dire une image prise sur le vif. Donc c'est aussi ce rapport que je voulais interroger, qui est un rapport qui a été pourtant, enfin c'est quelque chose qui a été questionné très tôt. Delacroix, à propos de la photographie, disait « l'exactitude ne fait pas la vérité ». Je trouve cette phrase très juste, en fait. Et pourtant, il y a ce tabou qui persiste de la mise en scène. Et on pense aussi à Jeff Wall ou à Éric Baudelaire, enfin bon, qui eux aussi ont essayé de critiquer justement. Alors, oui. Tout à fait. Mais sur la mise en scène, moi j'irais chercher même bien plus loin. J'irais prendre les photographies de Brady sur la guerre de sécession, qui allait sur les champs de bataille après la bataille et qui déplaçait les cadavres, déplaçait les armes pour construire des images extrêmement picturales. Quelle est la part du réel dans ces images? C'est des vrais cadavres, c'est des vraies armes sur un champ de bataille, et en même temps, c'est mis en scène. Donc, cette part du réel aussi est extrêmement intéressante. Et c'est vrai que moi, c'est beaucoup Brady qui m'a influencé dans cette réflexion, mais même toutes les photographies de guerre du 19e siècle, puisqu'à l'époque, la technique ne permettait pas de prendre des images sur le vif. C'est des temps de pause qui allaient 10-20 minutes. Vous imaginez bien, on est au milieu de la bataille, bouge pas. Allez, on fait une petite pause de 15 minutes avant de reprendre la bataille. Enfin, c'était pas possible. Donc, Brady, c'était très pratique sur les champs de bataille. Les cadavres, ils bougent plus, donc on n'a pas de risque de flou. Mais voilà, c'est vraiment ce rapport à la mise en scène tel qu'on l'a vu tout au long du 19e siècle, et ensuite qui a apparu comme un tabou après. Donc, c'est ça que. Et puis Cartier-Bresson, effectivement, et le choix de l'instant décisif. Et même tout le débat qu'il y a eu avec cette fameuse photo de Capa, du soldat fauché par la balle pendant la guerre d'Espagne. Bien, alors pour rentrer dans ce travail qui t'a amené à la résidence 1+2, on y voit donc plusieurs choses. D'abord, quelque chose que tu avais déjà annoncé au moment donc, où on t'a présenté comme le maître de la résidence, c'est ce projet de drapeau. Drapeau que tu vas ensuite mettre en scène dans des lieux emblématiques. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement sur ce choix, qui n'est pas photographique, là s'il devient photographique, parce qu'ensuite il est photographié, mais au départ, donc c'est le patron que tu donnes d'un étendard. Tout à fait. En fait, j'avais déjà travaillé sur les questions de l'environnement, notamment lorsque j'ai travaillé sur les guerres de l'eau dans le sud de l'Irak. Et j'ai décidé de me pencher davantage sur ces problématiques de l'environnement à travers une recherche, en fin de compte, de la construction d'un symbole universel, d'un symbole global, qui serait un symbole qui fédérerait les différentes luttes pour la protection de la planète. Tout simplement parce qu'en fin de compte, il y a une multitude de luttes pour protéger la planète, que ce soit des gens qui vont lutter pour la protection des ours dans les Pyrénées, des gens qui vont lutter contre le réchauffement climatique, de la lutte pour la protection de la biodiversité, pour la protection de tel ou tel parc naturel. Et en fin de compte, on a une multitude de luttes, et l'idée, c'est de créer un symbole qui fédérait ces luttes, en fait. Parce que, en fin de compte, quand on veut protéger les ours dans les Pyrénées, quand on veut lutter contre le réchauffement climatique, quand on veut protéger les poissons dans le bassin d'Arcachon, on a un but commun, c'est protéger la planète. Et donc, du coup, j'ai voulu construire ce symbole. J'ai décidé de faire un drapeau. Je trouve que c'était assez intéressant parce que le drapeau, c'est ce qui permet d'unir des groupements d'individus, sauf que cette fois-ci, on a un drapeau monde, puisque tout le monde est concerné, quel que soit l'âge, la nationalité, l'endroit où la personne se trouve sur la planète, tout le monde est concerné. Et donc, ce drapeau, c'est un drapeau bleu, avec un cercle découpé à l'intérieur. Donc, ça représente la planète, le global, puisque c'est une lutte globale. Mais ce cercle découpé, qu'est-ce qu'on voit à travers ce cercle? On voit ce qui est à côté de nous. Et en fin de compte, c'est cette représentation du local. C'est une lutte qui passe par à la fois le local et le global. Tout le monde est concerné, aussi bien chacun d'entre nous que les États, les gouvernements. Et donc, du coup, ce drapeau, alors l'idée, c'était pas de faire fabriquer les drapeaux et puis les distribuer aux gens comme ça, parce que ça irait aux antipodes même
de ce que je veux défendre. Donc ce que je fais, j'ai proposé un protocole qui permet à chacun de fabriquer son propre drapeau avec un vieux drap, une vieille nappe, un vieux t-shirt, une vieille robe. On fait de la récup, on récupère un vieux tissu bleu qu'on a à la maison, et puis on fabrique son drapeau, qu'on accroche à un bâton, qu'on accroche à un vieux manche à balai, qu'on accroche à une tringle à rideau. Et donc l'idée, c'est que chacun s'approprie ce symbole. Et pour lui donner une existence, j'ai voulu le photographier dans des lieux qui seraient des marqueurs sociétaux de l'Anthropocène. Et pour ça, j'ai décidé de le photographier donc, sur l'ancien site d'AZF, où il y a eu cette explosion, donc, qui représente les catastrophes industrielles, les aberrations d'une industrie aveugle. Je l'ai photographié également devant l'observatoire du Pic du Midi, où là, ça représente la science. Donc là, on est sur un marqueur positif. Des marqueurs qui sont plus ambivalents, puisque je l'ai photographié devant un avion sur le site de construction d'Airbus, de manière à ce qu'on s'interroge aussi sur les transports. Non pas qu'on va arrêter de prendre l'avion, parce que des fois, on doit se rendre à certains endroits qui sont très loin, etc. Donc, forcément, il n'y a pas vraiment d'autre choix. Mais, par exemple, ne serait-ce que pour faire Paris-Toulouse, c'est peut-être plus judicieux de prendre le train, même si c'est un petit peu plus long, que de prendre l'avion. Et puis, je l'ai photographié devant la Grande Arche de la Défense, qui représente l'économie, et devant l'Arc de Triomphe, qui représente le pouvoir. Mais, en fin de compte, Philippe, tout à l'heure, parlait de la résidence, du confinement qui arrivait. Donc, on avait commencé à passer du temps un petit peu ensemble. Et puis, moi, je suis rentré à Paris, et je devais passer quelques jours à Paris avant de les rejoindre à nouveau, lorsque le confinement a été décrété. Du coup, je me suis retrouvé bloqué à Paris. Et il y a eu ce fameux discours d'Emmanuel Macron qui disait « Nous sommes en guerre ». Et pour avoir fréquenté pas mal de zones de guerre, je me suis dit en fait, non, c'est pas la guerre, non, c'est quelque chose de catastrophique, comme peut l'être la guerre, mais c'est pas la guerre, c'est autre chose. Et du coup, j'ai voulu, quelques jours après le début du confinement, écrire un texte où je faisais un peu un point sur ces situations. Peut-être que je peux lire ce texte, du coup, qui est assez court. Donc un texte que j'ai posté sur les réseaux sociaux. Non, nous ne sommes pas en guerre. Je comprends l'utilisation du terme « guerre » pour que les gens prennent conscience de l'extrême gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Mais non, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes dans autre chose que la guerre, quelque chose auquel nous n'avons jamais fait face. C'est ce quelque chose de nouveau qu'il va nous falloir penser. Aujourd'hui, la Terre s'arrête. Ou plutôt non, pas la Terre, mais la société humaine. Cette société où tout devait aller toujours plus vite, toujours plus loin, être toujours plus interconnecté. La Terre n'est plus plate, comme le démontrait Friedman. Elle est à nouveau ronde. Le loin redevient loin, le temps redevient long. Chacun dans ce moment retrouve le temps de penser, le temps d'écouter le bruit du silence. C'est le jour où la Terre nous a montré qu'elle n'était pas la seule à être fragile. C'est le jour où l'humanité a perdu sa toute-puissance. C'est le jour où notre société s'est arrêtée. Donc j'ai posté ce texte sur les réseaux sociaux qui a fait réagir beaucoup de monde. Des gens étaient d'accord, d'autres pas d'accord. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que les gens avaient beaucoup de choses à dire. Les gens avaient besoin de s'exprimer. Du coup, j'ai décidé de mettre en place un questionnaire où je demandais aux gens qu'est-ce que vous aimeriez qu'est-ce que vous pensez qui va se passer après cette pandémie et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe. Ça me permettait aussi moi-même d'essayer de mieux comprendre
puisque j'étais aussi perdu que tout le monde. Hein. J'avais aucune visibilité sur ce qui allait se passer. Et je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir ce regard de chacun. Et donc pendant le confinement, j'ai demandé aux gens de répondre. Et donc ce livre regroupe toutes les réponses de ces gens. J'ai eu un peu plus de 120 réponses. Donc voilà, on a toutes les réponses de ces gens. C'est d'ailleurs quelque chose, excuse-moi de te couper, que tu avais déjà fait pour le Médan avec la révolution ukrainienne, où tu posais aussi 2 questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il se passe? Tout à fait. Effectivement, j'ai repris ici un procédé que j'avais utilisé pendant la révolution ukrainienne, puisque en Ukraine, j'étais arrivé le jour où le président a fui. À ce moment-là, il n'y avait plus de président, il y avait pratiquement plus de gouvernement, plus de police. Le pays était entièrement sous le contrôle de la population. Et du coup, j'ai voulu capturer ce moment de latence où tout paraissait possible à travers des portraits, mais également à travers ces questionnaires où je leur demandais qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe maintenant et qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer. Parce que je me suis retrouvé dans ce moment où on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Et c'est un petit peu cette sensation, alors très différemment, mais que j'ai eue pendant ce confinement où on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et maintenant, qu'est-ce que va être demain, en fait? Aujourd'hui encore, on se pose la question, et aujourd'hui encore, je pense que c'est nécessaire de se la poser. Et donc voilà, j'ai voulu effectivement reproduire ce procédé dans ce moment très particulier qui a été le confinement, puisque j'ai arrêté le questionnaire après le confinement, mais garder aussi peut-être une trace de ce moment si particulier. On parle d'avant, on parle d'après. Aujourd'hui, par exemple, c'est marrant, cet après-midi, en me baladant dans les rues de Toulouse, je me disais, mais aujourd'hui, si on tourne un film, est-ce qu'on mettrait les gens masqués ou est-ce qu'on mettrait les gens pas masqués? Si les gens ne sont pas masqués dans la rue, ça veut dire que c'est avant. Si les gens sont masqués dans la rue, ça veut dire que c'est après. Et donc voilà, c'était un peu essayer de garder une trace peut-être de ce moment charnière qui a été ce confinement mondial, un peu en décalé selon les pays, mais qui a été à peu près à cette période-là. Et puis même le titre, d'ailleurs, Le bruit du silence, est parti d'un constat que j'avais fait et que j'ai partagé avec d'autres personnes qui avaient fait le même constat. On se disait, mais c'est fou, à Paris, là, il n'y a plus de bruit. Ce qui nous marque, c'est le silence à Paris. C'est ce silence. On n'entend plus les voitures, etc. Paris est devenu silencieux. Et puis, en prenant le temps d'écouter aussi, je me dis, mais en fait, tout le monde dit c'est silencieux, mais en fait, non, c'est pas du tout silencieux. On entend le bruit du vent, on entend le chant des oiseaux. Et qualifier ça de silence, qualifier les bruits de la nature de silence, d'une certaine manière, je me suis dit, mais en fin de compte, c'est extrêmement violent. C'est une négation même de l'existence de la nature de qualifier ça de silence. Et c'est pour ça que j'ai voulu appeler ce projet le bruit du silence. Bien, mais on reviendra peut-être sur ton travail. Je voudrais maintenant interroger Colline. Colline, donc jeune photographe, mais je disais déjà bien affirmé. Quand on regarde ton site, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de séries et d'expositions à ton actif. Donc toi, tu as une formation à l'École supérieure d'art et de design de Dijon. Tu es diplômé d'art plastique en 2015 et diplômé national d'art plastique aussi en 2017. Tu es lauréate du prix d'expression photographique des ateliers Vortex. Qu'est-ce que c'est que ces ateliers Vortex? Les ateliers Vortex, c'est un artist run space à Dijon qui maintenant est un lieu d'exposition, de résidence d'artistes, qui a l'initiative d'anciens étudiants de l'ENSA Dijon justement, et qui maintenant va proposer donc des expositions, le prix d'impression photographique chaque année et une résidence d'artistes tous les étés suivie d'une exposition au musée Nicéphore Niepce. Pour le prix photographique, oui, il y a un partenariat avec le musée Niepce qui permet d'exposer l'image réalisée avec le prix au musée Niepce l'année d'après. D'accord. Et ensuite, tu as eu de nombreuses expositions
et dont les noirceurs du fleuve Rouge, grâce à la bourse Impulsion. Là, c'était en Espagne. Oui, donc le projet a été réalisé en Espagne. Par contre, la bourse Impulsion, c'est une aide de la ville de Rouen. Et donc en fait, pour les noirceurs du fleuve Rouge, donc je me suis rendue en Espagne un petit peu après Séville, sur les berges du Rio Tinto, où en fait, voilà, c'est un fleuve qui a cette couleur rouge. Donc cette couleur rouge, étonnamment, est naturelle, c'est-à-dire que en fait, c'est une petite algue qui lui donne cette couleur rouge, qui est la seule algue qui est capable de survivre dans un milieu hostile, vu que le fleuve a un pH de 2,4. Mais le fleuve est notamment aussi pollué à tout ce qui est métaux lourds, parce que ça reste encore un haut lieu de l'extraction minière en Espagne. Ça a été la plus grosse mine de cuivre pendant un temps au XVIIIe siècle. Donc voilà, le paysage porte encore les stigmates invisibles pour ce qui est de la présence des métaux lourds, mais en même temps voilà, très visible par ce fleuve rouge qui vraiment domine le paysage de cette région. Oui, parce que l'ensemble de tes travaux, de tes interrogations, c'est justement la trace que laissent les minerais suite à des exploitations. Et tu fais une sorte de travail de localisation, d'inventaire à chaque fois des différentes pollutions. Là encore, c'est un problème de pollution. Tu le fais alors d'une manière effectivement à travers des paysages qui apparaissent, on peut dire paysages romantiques, belle image, etc. Et où tu vas chercher justement cette part d'invisible qui est cette part cachée de la contamination, que ce soit... et donc, pendant cette résidence, tu étais en Aude. Et où est-ce que ça s'est passé et comment as-tu travaillé ? Donc pour la résidence, je me suis intéressée cette fois-ci à l'ancienne mine d'or et d'arsenic de Salsigne, donc effectivement dans la vallée de l'Orbiel dans l'Aude. Donc ça a été la plus grosse mine d'or d'Europe, ça a été la plus grosse mine d'arsenic. Elle a notamment vendu une partie de son arsenic à l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Et en fait, la mine a fermé en 2004, mais continue de polluer la vallée parce que tout ce qui a été l'extraction, notamment de l'arsenic qui reste un minerai extrêmement toxique, continue de polluer à la fois les sols, les eaux et en même temps l'air, parce que voilà, tout ce qui est la poussière d'arsenic présente sur ces roches va se disséminer dans l'air. Et pour le coup, voilà, la situation liée au Covid a été pas mal impacté la temporalité du projet. Je suis restée avec le même projet parce que ce lieu-là m'intéressait énormément. Le lien avec les scientifiques, j'avais très envie de travailler avec les géoscientifiques du GET, du CNRS de Toulouse. Mais voilà, pendant le confinement, du coup, toute la partie qui est le travail de terrain ne pouvait pas se faire. Il y a une certaine part de frustration aussi de pouvoir faire toute cette recherche, faire découvrir le lieu via les documents que eux me fournissaient, des documentaires que j'avais pu voir, des textes que je lisais, mais sans pouvoir me rendre sur place. Donc c'est vrai que cette partie à la fois de l'invisibilité de la pollution est aussi venue sur le fait que je ne pouvais toujours pas voir le paysage. Je fantasmais des paysages, à quoi ça va ressembler, quand on pourra, quand je vais pouvoir enfin aller faire ce travail de terrain, sur quoi je vais tomber. Parce que la première information, c'était les taux d'arsenic qu'il y avait dans les sols. C'était une information de cette pollution. Et ça a été beaucoup de recherches, beaucoup d'échanges avec Jérôme Viers, Philippe Béra et Eva Schreck du GET, pour ensuite, là, au mois de juin, cette fois-ci, aller sur le terrain. Et là, ça a été des allers-retours permanents entre Toulouse et Salsigne à peu près tous les jours, parce que une envie d'enfin aller sur ce lieu-là. Et en me rendant là-bas, en fait, une des premières choses que j'ai vues, c'est que je ne voyais rien, ce qui était très intéressant. Contrairement là au Rio Tinto, où quand on arrive, il y a quand même un fleuve rouge qui est face à nos yeux, qui est très visuel, on ne peut pas le rater. Là, on arrive dans une vallée qui est très bucolique, dont la pollution reste complètement invisible, et sauf quand on sait là où il faut aller, c'est-à-dire que je suis allée sur la colline de Narto, qui est quand même une colline où il y a toute une coulée blanche, c'est très visuel ça aussi, mais elle est un petit peu, faut sortir des sentiers battus pour aller la chercher, mais sinon, si on y arrive, rien n'est marqué. Les endroits qui sont pollués, c'est marqué juste
accès interdit, mais ce n'est pas marqué que ça peut être dangereux pour nous. Il n'y a aucune information sur la pollution en cours de ce lieu-là. Et c'est là que d'avoir la possibilité de travailler avec les scientifiques a été très intéressante, parce que si je m'étais rendue seule sur ce terrain, en fait, je serais passée à côté de beaucoup de choses. Oui, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on c'est ne voit rien. Voilà. C'est l'expression que tu emploies. Et ton travail, bon, à chaque fois, dans toutes tes séries, qui est intéressant, c'est que non seulement, bon, tu vas essayer de faire image à travers cette invisibilité, mais bon, le travail plus plasticien, qui je trouve peut-être encore plus intéressant, on peut dire que ce travail de terrain, c'est que tu vas à chaque fois utiliser dans ton processus chimique photographique des éléments justement de cette pollution. Alors comment est-ce que tu t'y prends pour produire effectivement ces images qui elles-mêmes sont polluées, quoi? Ça a évolué petit à petit dans ma pratique, c'est-à-dire qu'au début, plutôt que de prendre des éléments du paysage, j'allais rajouter quelque chose qui était en lien avec une catastrophe qui avait eu lieu. Justement, l'image que j'ai produite avec le prix d'impression pour les ateliers Vortex, c'était de l'eau de Javel qui avait été déversée dans une rivière du Cailly, où là, je ne suis pas allée prendre l'eau de la rivière, mais directement travailler avec l'eau de Javel. Mais avec le travail, les noisseurs du fleuve Rouge sur le Rio Tinto et soulever la poussière à Selsing, en fait, j'avais vraiment cette envie de travailler directement avec le paysage, que ce paysage en fait ne soit pas juste le sujet de la photographie, mais qui devienne vraiment participe au processus de création de son image photographique, et de voir quels peuvent être les dialogues chimiques notamment qui peuvent se passer entre l'eau du fleuve récoltée et la chimie photographique. Parce qu'en chimie photographique, voilà, pour que le développement se passe le mieux, il faut que l'eau soit neutre. Enfin voilà, il y a une température entre 18 et entre 18 et 22 degrés. Enfin, c'est quelque chose qui est très chirurgical. Or là, il y a des éléments en fait que je ne maîtrise pas, parce que je peux pas. Je prends des eaux qui ne sont pas neutres, qui ont déjà une température particulière. Là, celle-là, qui a des taux d'arsenic qui sont énormes par rapport à ce que normalement, ce que devrait être. Et du coup, en fait, toutes ces présences d'éléments dans cette eau-là vont interagir avec la pellicule, parce que j'expérimente au moment du développement de la pellicule, et de pouvoir essayer que ces eaux-là en fait fassent des effets sur la pellicule, pour pouvoir notamment signifier leur présence, parce que cette présence-là, si on regarde, on ne voit rien directement. Donc si la photographie peut permettre de les rendre visibles, et du coup d'essayer d'en parler et de sensibiliser à ces questions-là. Et tous ces endroits où tu allais te promener, bien sûr, c'est des endroits où il n'est pas bon de rester plus de temps, donc tu as pris quelques risques quand même si tu n'as pas quand même dépassé le temps limite, mais tu pensais quand même peut-être à tous ces habitants, en fait, qui eux aussi sont touchés, on peut dire. Et il y a des enfants, je crois, on a fait des analyses, justement, ils ont comme ça des taux d'arsenic dans le sang. Oui, c'est vrai que la première approche que j'ai eue de ce territoire-là, c'était par la mine, donc c'était par la pollution, donc il y avait un côté assez négatif, mais en même temps, c'est très complexe en fait, tout ce qui est en train de se jouer sur ce territoire, à la fois d'un point de vue scientifique, d'un point de vue politique et d'un point de vue sociologique, parce qu'il y a certes des personnes, donc j'ai travaillé avec des scientifiques, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 anciens mineurs, qui, eux, pour le coup, sont engagés pour le fait qu'il faut réhabiliter cette mine, et proprement, mais qui, en même temps, me racontent, oui, mais moi, quand je travaillais à la mine, ça m'a permis de faire vivre ma famille. Il n'y a pas que du négatif dans tout ce qui s'est passé sur ce territoire-là. Mais oui, effectivement, il y a maintenant les enfants qui ont des taux d'arsenic qui sont 20 fois supérieurs à la dose recommandée pour un adulte. Donc qui ont des maux de ventre, des maux de tête, qui sont malades sans savoir vraiment pourquoi. Et du coup, de pouvoir rencontrer ces gens-là, et de rendre sur ce terrain-là, c'est intéressant, parce que moi, j'avais cette position de je n'allais pas rester, j'allais y aller que pendant un temps.
Il y a des endroits où on m'a conseillé de ne pas rester plus d'une demi-heure, notamment la colline de Nartaud, d'y aller masqué, et voilà, pas plus d'une demi-heure. Il y a la forêt de Malabo aussi qui a été, justement dans mon livre, il y a 3 parties. Il y a autour de la colline de Nartaud, de la rivière de l'Orbiel et de la forêt de Malabo. La forêt de Malabo, en fait, il y a des préconisations de ne pas rester plus d'une heure et demie par temps de promenade dans cette forêt-là, parce qu'en fait, il y a des émanations de métaux liés à l'extraction minière qui restent très très fortes. Et j'ai essayé de faire attention un maximum. Mais après, voilà, ça a été aussi, je me suis exposée à ces pollutions. Mais pour moi, c'est essentiel parce que je ne peux pas rester en retrait si je veux parler et pouvoir travailler sur ça. Je suis obligée à un moment ou à un autre d'y aller. Mais après, justement, là encore, travailler avec des scientifiques qui, eux, connaissent vraiment les risques liés à tout ça, étaient justement là pour me dire, là, pas plus d'une demi-heure. Là, si tu veux récupérer des choses, tu mets des gants, tu mets dans un premier sac plastique, un deuxième sac plastique, un troisième sac plastique, tu te laves les mains en arrivant. Bon, là, tu as juste un masque de tissu, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir un petit masque à cartouche quand même si tu y retournes. Donc, c'est peut-être beaucoup parce que voilà, il y a des gens qui habitent autour et qui ne font pas tout ce protocole, mais je pense que c'est important d'en avoir conscience et de savoir dans quoi on va. Et toi, en tant que jeune photographe concerné, on veut dire, est-ce que tu crois encore, on peut dire, à l'écologie, ou est-ce que tu aurais basculé plutôt de la collapsologie, enfin bon, où tout est fichu de toute façon? Comment tu te situes, toi, en tant que jeune? Un petit peu entre les deux. Je suis pas dans la collapsologie parce que, des fois un petit peu, mais justement, Mathieu Gafsou, l'année dernière, son édition s'appelait Solastalgie. Je pense qu'à des moments, je suis en plein dedans. Mais pas non plus dans la collapsologie. Après, je pense que maintenant, la politique écologique devrait vraiment changer. Parce que voilà, on est sur des choses en fait que ça fait des années et des années qu'on les essaye, mais en fait ça ne marche pas. Donc de prendre en compte notamment, à Salsigne, il y avait toute cette question de sociologie, de la part de responsabilité dans tout ce qui est la question de l'écologie et de la pollution, de prendre des mesures, parce que voilà, justement, là, j'en ai discuté beaucoup avec les scientifiques, on a eu énormément d'échanges, où à Salsigne, il y a une partie avec des panneaux solaires. L'énergie verte, en fait, n'est pas verte parce que nous avons besoin des métaux lourds pour faire, notamment du lithium, pour faire les batteries. Donc, en fait, l'énergie verte continue aussi de polluer. Et du coup, de peut-être investir réellement dans tout ce qui est la recherche autour des vraies énergies vertes, je pense que il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'il va falloir se réveiller assez vite, sinon on ne va pas aller très très loin. Merci. Alors, Lucia Pellufo, t'es l'étrangère. Ouais, Il y a un ça quota, c'est cool dans mon accent, je crois. Donc, tu viens d'Argentine. Ouais, exactement. Et de Buenos Aires. Et toi, tu as fait des études de design industriel. Ouais. Bon, encore, personne qui c'est pas une école de photo. Non, pas du tout. Donc, il y a beaucoup d'expositions en Amérique du Sud, mais pas que, puisque tu as exposé aussi beaucoup en Europe. Au Portugal, à Madrid, et puis plus proche de nous à Bordeaux avec les photographes voyageurs qu'on connaît bien ici. Ce qui me paraît aussi assez proche aussi enfin le point commun avec ton grand camarade, c'est l'intérêt que tu portes au livre. Et en regardant donc ton site, j'ai vu plutôt des livres-objets, pas du livre édition comme ça, mais une manière d'utiliser le livre justement comme lieu particulier de démonstration entre l'image donc exposée en galerie et puis quelque chose de plus particulier. Donc tu travailles comme designer et graphiste, et puis tu enseignes aussi. Oui, on peut. Et puis tu as un visa d'artiste pour séjourner en France. Oui, pour le moment, c'était pour cette année, mais avec la possibilité de les renouveler à la fin, à la fin de l'année. Oui, il faut avoir parce que ça compte. Je dois présenter des invitations, des choses à faire, de justifier ma activité d'artiste, et comme ça, ils me redonnent le visa. Mais c'était un peu mon but. J'ai venu un an en 2014, habiter à Paris avec un visa vacances-travail. Et après ça, c'était OK, je vais faire tout ce que je peux pour avoir cette visa d'artiste et
pour être ici légalement. Et du coup, cette année, c'était les premières. Je suis contente, c'était un peu compliqué. Ouais, entre Paris et à la campagne, près de Limoges, Poitiers, j'étais 2 mois et demi. Ça s'appelle Domaine des Bois Bouchers. C'était un endroit de design et architecture. Et où ils faisaient des workshops de design, des choses comme ça. Du coup, je travaille un peu comme tout. Oui, ma démarche, ça se voit que je suis un peu designer, un peu artiste, un peu de tout. Quoi. Mais graphiste aussi, avec le travail sur le livre. J'ai fait un peu de tout, ce que je peux. Oui. Alors là, bon, le travail que tu proposes pour cette résidence 1+2 s'inscrit dans une démarche qui date d'il y a 2-3 ans, où tu as commencé à t'interroger sur l'opacité du corps. Oui, exactement. Est-ce que tu peux décrire un peu déjà les travaux que tu avais fait avant? Bon, en fait, c'est une recherche que ça a commencé il y a 4 ans, c'est ça. Et parce que je me suis rendu compte que j'avais 76 images de mon corps, surtout des radios, IRM, tomographie, des choses comme ça. Et dans mon atelier, j'ai vu que je pouvais reconstruire tout mon corps avec cette image. Et je me dis, c'est des images qui parlent de moi, qui m'appartiennent, mais je ne les comprends pas. Et en même temps, c'est toujours parce que j'ai des différents accidents, des choses pas très importantes. Mais il y a une douleur qui persiste, qui est encore là. Et les médecins, ils me disent tout le temps que je n'ai rien. Mais je sais que les médecins me disent tout le temps que je n'ai aucun problème. Mais en même temps, moi, je ne suis pas bien. Oui, il y a des points où je le sens, mais oui. Du coup, je m'intéressais de me rapprocher à moi-même par ces images que je trouve qui sont très, très beaux, très intéressants, et que je ne comprends pas, qui ça vient d'un langage qui ne m'appartient pas, avec une autre hiérarchie de lecture. Et du coup, cet intérêt a commencé par ça, par essayer à me rapprocher et diminuer ces distances qu'il y a entre des images de notre propre corps et nous-mêmes, et essayer de les comprendre et me rapprocher pour peut-être trouver améliorer ma connexion avec moi-même aussi, et mon intérieur. Du coup, toutes ces recherches, c'était autour de ça. Et en même temps, parce qu'il y a un lycée, parce que j'ai la recherche de ces projets, que j'ai appelé la opacité des corps, a commencé pendant que j'étais en train de finir des autres projets. Du coup, c'était surtout une recherche historique. Et ça s'appelle l'opacité des corps, parce qu'avec l'arrivée de Rayon X à l'Argentine, j'ai lu plein des articles où il l'appelait la photographie des corps opaques. Du coup, ça m'a commencé à intéresser. Je me commençais à intéresser par cette évolution de l'image scientifique et la représentation du corps grâce à l'évolution de la photo. Essayer de faire les liens tout le temps entre l'évolution de la possibilité de la science de nous représenter et comment, grâce à la photographie. Et du coup, dans ces projets, exactement de ce que j'ai fait à la résidence, la recherche était autour de la microscopie, et les techniques que j'ai décidé d'utiliser, c'était parce que c'était les premières techniques qui l'ont permis à la microscopie de s'installer comme une vraie technique de recherche. Parce qu'avant ça, les scientifiques devaient regarder et dessiner. Du coup, il y avait beaucoup de lieu à la subjectivité. Et dès que le daguerreotype a permis de fixer l'image, regarder, et après les papiers salés et la luminée a permis de reproduire ce type d'image, la microscopie a pris une autre importance dans la science. Et du coup, c'est pour ça le lien ça m'intéresse beaucoup, le lien entre les deux, et comment l'un l'a permis à l'autre d'évoluer. Oui, parce qu'au XIXe siècle, l'imagerie médicale, enfin les photographies médicales, étaient aussi peintes, puisque la photographie couleur n'existait pas. D'où la manière cette façon dont tu peins aussi sur tes tirages pour donner des couleurs qui seraient effectivement assez proches. Oui, ça fait surtout relation dans l'hôpital Saint-Louis, que c'était le premier hôpital où il y avait un labo de photos qui utilisait des tirages en papier salé avec une coloration à l'aquarelle pour marquer les maladies dans les portraits des malades. Et aussi, on connaît que dans la recherche scientifique, il utilise tout le temps la coloration. Même les images d'aujourd'hui, les microscopes électroniques, ils sont en noir et blanc. Du coup, quand on regarde sur Internet et dans les articles scientifiques, on voit qu'il est à l'inverse, les livres. Il est à l'inverse. Pas que ton travail n'a pas de non, mais c'est vrai. Moi, je vais...
Et donc là, bon, pour ce travail sur la résidence, donc tu as travaillé sur les tissus de ta peau, sur le sang. Et le sang, ouais. Et le sang, c'est ça. Ouais. Et donc il s'agit pour une sorte d'autoportrait aussi, puisque bon, oui. si on met ton travail sur la radiographie et puis maintenant sur toute l'imagerie médicale, quoi. Et alors tu dis des choses très très intéressantes parce qu'il y a donc à la fois des photographies et puis il y a aussi des petits textes comme ça qui disent des choses justement sur cette peau qui est à la fois barrière intérieure et extérieure, enfin qui fait la frontière. Oui, mais en vrai tous ces textes n'étaient pas écrits par moi. Ouais. Et à la fin, on voit que moi, surtout pendant les confinements, j'ai lu des livres de histologie, de médecine, des choses comme ça, où j'ai essayé de chercher, pas seulement dans ces projets, ce qui m'intéresse, c'est de pas seulement chercher la poésie dans les images, mais aussi dans la parole, la voix scientifique. Parce que quand on parle, il y a beaucoup de distances dans l'univers scientifique et l'univers artistique. Et moi, je trouve que la poésie, on ne les trouve pas seulement dans les images. Quand il parle, c'est vraiment, il y a des choses très beaux que j'ai écoutées, que j'ai lues dans les livres et que j'écoutais en discutant avec les scientifiques avec qui j'ai travaillé. Du coup, j'ai décidé de reprendre, de faire une espèce de Frankenstein de textes et de cette voix que j'ai eue dans cet échange avec mon scientifique, et pour recréer un texte qui accompagne les images. Mais ce n'est pas ma voix, mais c'est la parole scientifique qui parle. D'accord. Mais je voulais, ouais. Et les images, tu les as prises comment tu as donné ton sang, tu as donné des morceaux comme ça. Je me fais un punch, que c'est une biopsie avec de l'anesthésie pour enlever un morceau de peau. Ouais. Et après, un prélèvement de sang. Et j'ai travaillé à côté de scientifiques dans les labos pour préparer les échantillons et les regarder dans des microscopes photoniques et électroniques à transmission et à balayage. Et j'ai appris, ils m'ont enseigné comment utiliser les microscopes. Et j'ai passé des journées dans la salle de microscopie à prendre moi-même les images. Mais après, je crée des négatifs avec ces images. Ouais. Et je fais des tirages en papier salé et la coloration à l'aquarelle. Donc tu as repris les techniques du 19e siècle. Oui, exactement. Exactement. On découvrira donc l'ensemble de ces travaux demain pour le vernissage au Cordelier. Mais c'est des grands formats que tu vas présenter Non, ils sont des petits formats. J'aimais bien l'idée de... On va voir dans l'encadrement. L'idée d'un peu de cabinet de curiosité, ces tirages faits. Quand on voit ces tirages, on a un doute de la temporalité. On voit que c'est vraiment, il y a une définition qui amène les techniques d'aujourd'hui, mais avec la technique ancienne, on perd un peu la temporalité des tirages. Du coup, je voulais chercher aussi ça dans l'encadrement. Et du coup, c'est tous des petits tirages qui permettent de recréer l'univers. Il y a un mur pour le sang et un autre mur pour la peau. Et un carnet de recherche où il y a tout écrit. Vous pouvez voir ce qu'il y a derrière les résultats. Donc on découvrira demain ces travaux sur Simèse. Mais concernant le livre, comment vous êtes chacun... comment vous avez travaillé, la mise en page, comment vous avez travaillé donc, le livre, enfin l'espace livre, pour restituer votre travail. C'était la mise en page, on peut dire les choix comme ça. Alors, je ne sais pas si je commence, mais pour moi, le livre était très important puisque c'est dans le livre que sont présentées les réponses au questionnaire. Donc d'ailleurs, dans l'exposition, le livre est présent dans mon dispositif d'installation parce que c'est dans ce livre que j'ai collecté en fait du coup que j'ai mis toutes ces réponses au questionnaire. Donc c'est vrai que pour moi c'était important de ce point de vue-là le livre. Vous avez travaillé avec Patrick Lebescon Tout à fait, oui. tout à fait. On a eu, au mois de juillet, en rentrant de la deuxième phase de la résidence, plein d'échanges avec Patrick Lebescon. Moi, pour le coup, ce livre-là, je l'ai vraiment vu sur une façon de pouvoir présenter ces trois lieux qui étaient importants dans la recherche de ce territoire-là, et en même temps de mélanger à la fois des vues
non modifiées du paysage et en même temps des images photographiques où là j'ai utilisé l'eau des Trois-Rivières pour développer, où là il y a quelques modifications qui ont été faites, notamment voilà, ces doubles pages-là où en fait le paysage derrière est celui là où j'ai récupéré l'eau et le paysage devant est celui qui a été modifié par cette eau récupérée sur ce lieu-là. Les incrustations, c'est ça. C'est l'arsenic. Tout à fait, avec rythmé avec ces portraits d'objets, d'éléments là aussi récupérés. Voilà, ça c'est un morceau d'arsenic récupéré sur la colline de Nartaud. D'avoir ces objets qui, autant la colline de Nartaud est très visuelle, autant il y a d'autres morceaux d'arsenic qu'on ne voit pas dans l'environnement parce que voilà, il y a d'autres roches à ce moment-là, de pouvoir les extraire de leur environnement et de leur donner un peu plus d'importance. Et ces traces comme ça sur le... C'est le développement avec, là, c'est l'eau de l'Orbiel. Voilà. Et toi, donc Oui. le travail de livre? Dans mon cas, c'était surtout une édition faite à partir de textes. Même si c'est un livre normalement photographique, je voulais faire au début l'édition de texte qui raconte plus ou moins l'histoire et après les images accompagnent les textes. Du coup, les plus importants, c'est les textes. Et ce que je voulais faire, c'était un peu un jeu que si on a la connaissance scientifique pour regarder les livres, on comprend ce que l'image représente. Il a des mitochondries, il a les collagènes de la peau, il a des cellules mortes, des choses comme ça que, comme un public général, on ne comprend pas. Mais on voit, quand on lit les textes, les images marchent bien parce que on rentre dans la poésie. Mais si on a une connaissance scientifique, on voit que ces images ont une relation très discrète avec ce qui est écrit à côté. Du coup, c'était plutôt fait par rapport à ça. Et le livre m'a permis d'avoir ce lien direct, qui dans l'expo, il n'est pas là. Il y a par contre un petit livret qui c'est que des textes pour le sang et un autre pour la peau, mais qu'il n'y a pas les dialogues directs comme le livre m'a permis de faire. Alors Émeric, cette relation, c'était la première fois que tu faisais une sorte, c'est pas de masterclass, mais enfin de travailler comme ça avec deux jeunes photographes. Comment est-ce que ça s'est passé, même si ça a été quand même un peu pollué par le Covid? Qu'est-ce que tu as pu apporter à ces jeunes photographes émergentes? Et puis l'autre question, qu'est-ce que le maître vous a apporté? En fait, je pense qu'il y a eu beaucoup d'échanges la première semaine qu'on a passé ensemble au tout début. Et puis après, on s'est retrouvés un peu chacun de notre côté. Parce que du coup, elles se sont retrouvées confinées dans la résidence. Et moi, je me suis retrouvé confiné à Paris. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment parti dans l'idée de penser quelque chose ensemble, etc. C'était un peu l'idée qu'on avait en fait au début de construire des projets qui ont vraiment une relation puissante entre elles, etc. Et avec la situation, ça a été très compliqué. Et c'est vrai que du coup, quand on est revenu quand moi je suis revenu du coup après pour 3 semaines au mois de juin, qu'on a refait entre guillemets la résidence, on était dans une optique où on devait produire rapidement parce que du coup, j'avais pas les 2 mois qui étaient prévus au début. Donc du coup, après, on s'est plus concentré sur la production, où chacun se concentrait vraiment sur la production de son projet, qui avait été déjà pensé en amont pendant la période du confinement. Donc c'est vrai que malheureusement, on n'a pas pu avoir, hormis, comme je disais, la première semaine, cet échange que j'avais pensé au début, sur lequel on avait d'ailleurs pas mal parlé avant. Voilà, c'est les circonstances qui ont fait que ça s'est déroulé comme ça. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Oui. Vous avez travaillé, oui. Oui, nous, on a plus qu'après la résidence. Oui, c'est ça, c'est qu'on a passé 4 mois ensemble, en fait, parce que Lucia est venue à Rouen avec moi après le confinement, parce qu'elle ne pouvait pas aller en Espagne où elle était censée aller. Donc, on a eu la chance, de se retrouver. Je n'avais pas où aller. Heureusement, elle m'a accueillie chez elle. Donc, on a eu la chance d'être ensemble et de pouvoir échanger plus facilement qu'échanger avec toi. On a quand même essayé de faire des appels
Zoom et tout ça, mais c'était clairement pas idéal. Enfin, c'est pas aussi vivant que d'être ensemble en résidence et de pouvoir se dire d'être là à travailler à chacun à son endroit, mais en même temps d'être ensemble au même endroit, de pouvoir dire t'es en train de travailler sur quoi. Et donc nous on a eu cette chance-là. Mais après, effectivement, au mois de juin, c'était chacun dans son coin parce qu'il fallait produire, il fallait y aller. Moi, en plus, la mine était à 100 km de Toulouse, donc ça faisait des journées très intenses de faire des allers-retours. Donc voilà, il n'y a pas eu ce lien ensemble, mais ça ne nous a pas empêché quand même tant bien que mal de discuter sur le projet. Oui, surtout on est des photographes un peu argentiques, donc on n'avait même pas de matériel pendant les 20 jours qu'on a passé ici à montrer ou à partager, du coup ça faisait des choses encore un peu plus compliquées. Et... Parce que vous travaillez en argentique. Ouais, moi cette fois c'était vraiment, je travaillais avec les microscopes, mais les images je les ai reproduites après, une fois que je rentre en Espagne, mais oui, du coup c'était un peu compliqué le partage dans les moments. Et la première semaine, c'était la semaine des échanges plus riche. Mais après, justement, la notion d'invisibilité, elle est restée. Sur 3 travaux, il y a eu quand même. C'est vrai que, mais on en avait parlé en tout début, la première semaine, ce lien qu'il pouvait avoir à la fois donc sur la question de la planète, de la pollution. Enfin, tu vois, moi, en ayant travaillé par exemple sur le site d'AZF, voilà, on était sur quelque chose. D'ailleurs, au début, tu avais prévu même de travailler sur le site d'AZF à un moment aussi. Donc, on était sur des choses communes de ce point de vue-là. Et Lucia, dans son rapport au corps, c'est quelque chose aussi sur lequel j'ai travaillé, ce rapport au corps, puisque j'en ai pas parlé et ça figure pas dans le livre, mais lorsque j'ai été au Pic du Midi, donc j'ai fait l'ascension du Pic du Midi, et j'ai fixé une caméra sur mon torse, parce que le Pic du Midi, on peut prendre le téléphérique pour y aller, c'est facile, mais j'ai voulu faire ça à pied, donc en passant par 2 autres cols avant. Et ce qui m'intéressait, c'était ce rapport au corps, à l'effort du corps, à l'effort physique, qui est un peu une métaphore du rapport qu'il faudrait peut-être qu'on entretienne aussi à notre planète. Cette idée que aujourd'hui, on vit une vie d'une certaine manière, on a trop de facilité sur trop de choses. Et quand on voit qu'on a épuisé les ressources de la planète, alors cette année on a gagné 1 mois grâce au confinement, je crois, mais je crois que c'est autour de août qu'on a épuisé ce que la planète produit en 1 an. Entre janvier et août, on l'a épuisé. Et donc tout le reste, entre août et décembre, c'est à crédit. Et donc tout ça, c'est prendre conscience de ça et se faire violence d'une certaine manière. Et ça a un coût, en fait. C'est essayer de rétablir la barre, entre guillemets, ça a un coût. Quand je parlais de prendre le train plutôt que l'avion pour certains trajets, c'est plus long. C'est peut-être moins confortable, mais voilà, ça a un coût. Et je pense que ça nécessite de faire des efforts. Par exemple, ne serait-ce que quelque chose de tout bête, mais trier ses déchets. Ça prend du temps. Il faut plusieurs poubelles. C'est un effort qu'il faut faire. Et quand on décide, par exemple, de se déplacer en vélo plutôt que de prendre sa voiture, là encore, c'est des efforts qu'il faut faire. Et alors, c'est des petits exemples, mais en fin de compte, il y en a des milliers. Et c'est aussi ça, c'est qu'il faut accepter une certaine perte de confort, d'une certaine manière. Il faut accepter de produire certains efforts pour la planète, tout simplement. Et donc c'était aussi dans ce rapport au corps, donc on a cette vidéo où on a cette ascension jusqu'au sommet du Pic du Midi. Et donc on a cette métaphore, voilà, à travers l'effort physique. Donc là encore, on avait ce rapport au corps en commun. Présent quand on fait un effort, etc.
Alors, il n'y a pas eu d'échange sanguin, il n'y a pas eu de chute sanguinolente ou quoi que ce soit. Il y a eu une chute, mais c'était une chute sur une plaque de neige verglacée. Donc, c'était simplement une glissade jusqu'en bas de la plaque de neige. Mais il n'y a pas eu de chute sanguinolente. Donc, je n'ai pas eu de rapport au sang, entre guillemets. Mais voilà, c'était dans ce rapport. Donc, c'est des choses auxquelles on avait pensé aussi. Donc, un peu tout ça, ces liens, qu'est-ce qu'on peut construire aussi dans l'exposition après, dans ces liens. Bon, malheureusement, c'est des choses qu'on n'a pas pu plus pousser que ça parce que la situation a été ce qu'elle a été et nous a pas permis d'aller au-delà de ces premiers échanges qu'on avait pu faire. Mais le lien existe d'une certaine manière, tout à fait. Et puis, vous le disiez assez justement, dans le rapport au livre aussi, dans le rapport aussi au procédé photographique qu'on appelle alternatif, le papier salé. Alors, tu as utilisé le papier salé. Le papier salé, c'est quelque chose que j'avais utilisé aussi dans un projet où j'avais travaillé sur la disparition, où je faisais disparaître des tirages. Toi, tu as déjà travaillé aussi sur les procédés alternatifs également. Donc, c'est ces procédés du 19e siècle, le papier salé, le cyanotype, etc. Donc, qui sont tous des procédés qu'on a utilisés dans nos projets. Alors, en l'occurrence, moi, je n'en ai pas utilisé sur ce projet-là précisément, mais c'est déjà des procédés que j'ai utilisés, dont j'ai modifié les processus chimiques aussi, notamment pour le cyanotype, pour avoir des cyanotypes qui disparaissent, alors que le cyanotype, normalement, c'est quelque chose d'extrêmement fixe. Donc là encore, j'ai été dans la chimie pour mélanger. Donc on retrouve des liens, en fin de compte, dans nos travaux, et même quand j'entends les filles parler de leurs projets, des fois, je dis « Ah, ça c'est quelque chose que j'aurais pu dire », ou des choses comme ça. Donc, c'est intéressant. Quand je retrouve aussi la poésie dans les titres, dans ces textes que Lucia reprend, dans le titre de Colline, cette poésie aussi qui est importante. Moi, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse, cette poésie, ce rapport au texte, à l'écriture. Donc je trouve que, en fin de compte, même si les rendus en soi sont très éloignés, je trouve que d'une certaine manière, il y a une approche, il y a un lien dans nos démarches mutuelles. Bien, merci. Peut-être que dans le public, des questions. Ou un ressenti. Ou dire oui. On n'a pas de micro, donc allez-y avec votre voix. Si vous souhaitez. Il reste quelques minutes pour passer. Tout le monde a peur ou... Personne n'a rien à dire. On a beaucoup parlé. Monsieur Madame Jourdan, vous êtes surpris par rapport à ces choix photographiques, plastiques. Ça se construit progressivement Mon père est celui avec qui je suis allée au Rio Tinto, donc c'est lui qui m'a aidé à ramener 10 litres du Rio Tinto, donc non, ils ne sont pas étonnés. On avait donné des recommandations sur la protection et ainsi de suite. Vous voulez pas faire une résidence la prochaine ? On va laisser la place aux jeunes. Elle avait commencé avec des rondottes. On dit, je sais pas pourquoi, quand je développe mes films, après j'ai mal à la tête. Ouais. Non, il y a rien dans votre santé. On va essayer de la préserver un maximum dans votre santé. Dominique en a parlé un petit peu. Alors, on a plusieurs événements qui sont malheureusement annulés. Ce qui reste, c'est peut-être l'essentiel, c'est-à-dire l'exposition demain à la Chapelle des Cordeliers. Si vous ne venez pas demain au vernissage, c'est pas très grave, c'est des conditions de jauge très limitées. L'expo dure jusqu'au 1er novembre, inclus, parce que c'est court, mais aussi on peut s'adapter en contexte. Chapelle des Cordeliers, c'est juste à côté, 13 rue des Lois. L'après-midi, c'est gratuit, et vous verrez des extraits choisis de ces trois photographes, Émeric, Lucia et Colline, sur une scénographie, je pense, de qualité. Samedi, vous pouvez encore vous inscrire, on fait un grand colloque comme chaque année, cette idée où, là c'est un peu un échantillon, c'est un peu un teaser, où toute une journée des scientifiques présents, ils sont nombreux cette année, nos artistes dialoguent, racontent. Il y a la fonction du ce qui a parfois moins fonctionné, les quiproquos, les choix, les peines, le rapport à la temporalité, au territoire, le rapport à la science, etc., etc. Toute la journée. Cette année, si jamais vous ne venez pas au muséum, vous pouvez encore vous inscrire. Vous le verrez sur la chaîne YouTube du muséum, en direct, toute la journée. Bon, pas besoin de tout comprendre, de tout savoir, vous verrez, c'est des expériences de vie, c'est des réflexions sur les enjeux contemporains. Donc c'est samedi.
toute la journée. Malheureusement, le soir, on fait toujours une grande soirée amicale, populaire, festive et en même temps didactique les observateurs de Jolimont. Une soirée qui s'appelle Voir les étoiles, un verre de vin à la main, qui s'est annulé. Dommage. Et c'est tous ces moments de convivialité qui sont importants quand on restitue un parcours en commun. Là, on est un peu plus cette année, on met cet exercice ponctuel, très ciblé, comme ici. Et voilà. Et en gros, voilà, les expositions durent, je l'ai dit, jusqu'au 24 octobre pour une novembre, pour vous trois. Et 24 octobre, une petite parenthèse, si vous allez au Centre culturel Bellegarde, c'est un dispositif qu'on a créé depuis quelques années, qu'on développe de plus en plus, qu'on appelle ça des résidences 1+2 Factory. C'est la même chose, mais ça ne concerne qu'une personne, qu'un artiste, qui est en immersion dans un laboratoire ou un territoire. Ça s'appelle Factory, un petit clin d'œil en Warhol. Allez au Centre culturel Bellegarde, je dis ça parce que vous allez retrouver des similitudes de centres d'intérêt. Maxime Matisse, un photographe belge de 25 ans, première expo, première résidence, a travaillé sur cette idée de comment les technologies impactent le quotidien, notre vie, à travers la 5G, la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle. Allez-y, c'est dans la continuité de ce qui a été dit ici par ces trois photographes du trio 1+2 2020, mais vous verrez, Maxime a aussi apporté un éclairage sur notre vie actuelle et nos enjeux contemporains, et comment photographie et sciences peuvent apporter des éléments de dialogue, des éléments visuels autour de ces idées qui sont vraiment d'actualité, me semble-t-il. Et puis pour terminer, je remercie à nouveau Ombre Blanche, qui est vraiment un partenaire fidèle pour nous depuis le début, c'est-à-dire déjà depuis 5 ans, et avec tout personnel depuis beaucoup plus longtemps que ça. Il était question de l'édition, de la collection 1+2, collection Toulouse, on l'a appelé Toulouse très simplement. Emmerich, c'est donc le numéro 13, je vérifie, hein, oui, ça va déjà assez vite en 5 ans, 13, Colline c'est le 14, et Lucia c'est le 15. C'est, me semble-t-il, un beau coffret. L'idée c'était symboliquement de les mettre ensemble, ce trio, après chacun a sa vie, hein. Chacun a son livre, chacun a le droit de livre pour soi, comme un futur passeport peut-être pour demain. Alors c'est pas ton premier livre, Colline, du coup. Moi, je m'étais fait tout un rêve, c'était ton premier livre. Toi, non, toi, tu avais plein de bouquins déjà. Et aussi. Mais bon, voilà, un livre, c'est aussi une trace, et je pense qu'une résidence doit laisser une trace. Donc c'est pour ça qu'on est très attaché au livre dans cette collection qu'on va essayer de faire perdurer chaque année. Merci Dominique d'être aussi ce relais fidèle. Ça va encore nous coûter une bouteille de Bordeaux, ça, mais on va s'arranger en coulisses. Et puis, merci en Blanche, Elsa, Hélène, et Christian qui n'est pas là, qui est directeur fidèle de ce lieu depuis tant d'années. J'espère qu'on vous a donné envie, ils sont là, vous pouvez dialoguer encore avec eux, éventuellement signer un livre si vous voulez le procurer ou l'acheter. Et puis nous, on se retrouve demain. Merci. Merci à vous. Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche jeudi 8 octobre 2020 avec les photographes Emmerich Luisset, Colline Jourdan et Lucia Pelufo pour le coffret 2020 Photographie et Sciences, coproduit par la résidence 1+2 et les éditions Filigrane et en présence du fondateur de la résidence 1+2, Philippe Guilloni, et de Dominique Roux.